on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet sur le fameux projet OM. Avant tout ça, vous allez voir, j'ai deux, trois petites choses à vous montrer. On va refaire un petit débrief. Donc, le fameux crypto bubble, d'accord, sur le jour. Bon, on voit que à peu près tout est dans le rouge, sauf OM. Tiens, bizarrement, avec ce qui s'est passé, il y a eu quand même un petit rebond. Enfin, vous savez que ça descend jamais tout le temps en ligne droite. Et pourquoi je veux vous en parler en fait dans cette vidéo et sur ce live? Parce qu'en fait, ce qu'on voit là-dessus, c'est ce qui arrive très souvent en crypto. Là, ça a fait assez de mal et assez peur quand même à beaucoup, beaucoup de personnes parce que ça restait un projet qui était énormément capitalisé. Mais c'est pour vous montrer vraiment à quel point, en un claquement de doigts, il y a tout qui peut changer. Parce que là, sur le jour, vous voyez, bon, clairement, tout est dans le rouge globalement. Sur la semaine, il y a eu un petit rebond sur les alts, mais OM a pris une très, très, très forte déculottée, vraiment en moins de 24 heures. Et sur le mois, pareil, vous avez OM et puis d'autres projets qui ont pu sortir leur épingle du jeu. Le leader pour l'instant du marché, pour l'instant, ça reste Fartcoin. Hein. C'est pour vous donner l'état psychologique du marché aujourd'hui, d'accord, hein. Comme ce que je vous dis depuis maintenant un certain temps, tant qu'on n'a pas la fin du QT, donc quantitative tightening, tant qu'on ne reprend pas une vraie appétence et une vraie envie pour aller prendre des risques de la part des investisseurs, tant qu'on n'a pas une baisse de la dominance du Bitcoin et tout, tant qu'on reste dans des conformations comme aujourd'hui avec encore des on va dire des vrais combats commerciaux et tarifaires douaniers, ce que j'avais expliqué la dernière fois sur mon live là avec les États-Unis et la Chine. Franchement, on peut pas s'attendre à avoir des miracles sur la partie actifs risqués comme les actions et comme la partie crypto. Donc voilà, à suivre pour le moment. Mais dans cette vidéo, on va parler du projet OM hein, qui est sorti hein, sur l'année. Au début, ça faisait partie des plus grosses bulles qu'on avait sur l'année dans la partie crypto top 100. Là, il est complètement sorti évidemment avec ce qui s'est passé. Donc on va voir tout ça ensemble. Avant de rentrer tout de suite dans le détail sur le sujet OM que je voulais présenter dans cette vidéo, je voulais reparler rapidement des ETF et refaire un petit débrief. Parce que là, on voit que dernièrement, on voit que ça baisse, hein, d'accord, hein, encore, il y a encore des sorties d'argent. Alors, il y en a beaucoup qui disent c'est BlackRock qui vend ou c'est Fidelity qui vendent. Qu'on se mette bien d'accord là-dessus, d'accord, c'est pas ni BlackRock ni Fidelity, c'est les clients qu'il y a derrière ces entités-là qui décident d'acheter ou vendre, d'accord. Eux, en fait, ils ne font que répertorier et puis que répliquer ce que font derrière leurs investisseurs. D'accord, ça c'est super important de le comprendre. C'est le même fonctionnement. C'est le même fonctionnement avec Grayscale et avec tous les autres trusts qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer ensemble. D'accord. Donc là, on voit que on continue encore d'avoir plus de sorties que d'entrées. Sur la partie Ether, c'était déjà pas folichon, mais là, on voit que globalement, bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'avoir des prises d'opposition, en tout cas à l'heure actuelle, sur la partie Ether, et que la dynamique, pour l'instant, ne semble pas s'inverser. C'est pour ça que je vous ai dit aussi à un moment donné sur Twitter, quand on a eu une pause sur les tarifs douaniers avec Trump, j'ai fait un live à un moment donné aussi à ce moment-là, et les marchés avaient hyper bien réagi, parce qu'on est toujours dans le côté incertitude, et que l'incertitude, la crypto et les actifs risqués détestent ça. Plus on a d'incertitude, moins, moins on a envie d'aller dans des actifs risqués. Et, euh, et justement, le fait de mettre des tarifs un peu de partout et de créer justement cette angoisse, cette anxiété, c'est quelque chose qui est clairement pas propice pour les investisseurs de vouloir prendre des risques justement dans des actifs tradis plutôt comme les actions, mais également aussi comme la partie crypto. Et le fait de mettre en pause pendant 90 jours la guerre commerciale qu'on avait sur pas mal de pays, au final, ça a donné un petit rallye sur le court terme. Et je vous avais dit attention, pour l'instant, d'un point de vue macro, c'est ce qui bloque hein, pour l'instant. Et il y a pas, c'est pas parce qu'on a mis en pause les tarifs douaniers que forcément c'est la fin. C'est juste que ça a donné un petit rallye sur le court terme et tout le monde a commencé à s'exciter. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on a cassé la tendance baissière court terme qu'on a eue, que tout de suite on peut repartir sur une alt season et tout. D'accord. On a toujours les plus gros facteurs, les plus gros facteurs qui sont en suspens avec, comme je l'ai dit, hein, politique tarifaire et monétaire, les liquidités qui sont pas là immédiatement, même si on voit que d'un point de vue global, l'augmentation de la M2 a pas mal augmenté. Je vais vous en montrer, je vais vous présenter le graphique un petit peu plus tard dans cette vidéo-là. Mais aux États-Unis, en tout cas, on est toujours sur des restrictions monétaires qui sont plus souples que ce qu'on avait connu précédemment. Mais pour l'instant, voilà, on n'a rien d'exceptionnel qui a changé depuis la semaine dernière et même depuis qu'on a entamé la baisse
de la partie crypto. Voilà, c'est juste l'anxiété et l'incertitude qu'on a en point de vue macro, je pense, qui bloque. Mais ça, voilà, tout à fait possible que ça change assez rapidement. Je vous avais donné quelques chiffres aussi qui montraient que la dernière fois, sur vendredi dernier, je crois, que on était sur des mêmes niveaux d'incertitude qu'on avait lors de la période du Covid, si ce n'est même supérieur aujourd'hui, alors que les deux, typiquement, n'ont vraiment strictement rien à voir. Je reviens pas forcément dessus, mais dites-vous tout le temps, qu'est-ce qui peut changer en termes de psychologie, en termes de ressenti sur le marché? Est-ce que c'est sur une simple news? Est-ce que c'est sur un changement de taux? Est-ce que c'est sur quelque chose qui peut rapidement basculer? Et qu'est-ce qui est déjà pricé aujourd'hui dans le prix? Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui sont pricées, peut-être même a priori l'arrivée d'une récession, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de s'imaginer le pire. Et si jamais ce pire-là n'arrive pas, bah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a qu'à voir en fait ce qui s'est passé avec le Covid. Typiquement, on a déjà connu un exemple, un peu comme ça de peur, et d'anxiété, super important. Bah, au final, tout le monde pensait que c'était terminé et au final, on a eu une superbe alt season. Alors forcément, ça a été aussi lié avec un gros changement de politique monétaire, hein, avec une impression, énorme, planche à billets qui a tourné à tire-larigot. Donc évidemment que ça a énormément joué dans la balance. Aujourd'hui, c'est pas le cas, mais jusqu'à quand? Voilà. On sait très bien que les États aujourd'hui sont bloqués. À un moment donné, ils vont peut-être décider de remettre en place la planche à billets. Et on voit que d'un point de vue mondial, vous allez voir tout à l'heure que c'est déjà le cas, hein. On est un ATH sur la M2 supply d'un point de vue global. Il y a que pour l'instant aux États-Unis principalement où ça bloque pour le moment. Mais les chiffres sont quand même assez intéressants. On voit que au niveau du CPI, donc l'inflation, on est quand même inférieur à ce qui était attendu. Et puis également en termes de taux de chômage, etc., on est quand même sur des chiffres qui sont encourageants pour permettre, à la Fed de l'inciter à baisser ses taux. D'ailleurs, on est en train de pricer, hein, j'en avais parlé vendredi dernier, on est en train de pricer de plus en plus 2 voire 3 baisses de taux, hein, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Donc, ce que je voulais vous présenter avant de rentrer sur les différentes news, on voit que globalement, bah, ça sort, hein, d'accord? Il y a de plus en plus de sorties pour l'instant sur le court terme sur la partie, ETF, Ethereum, qu'on a corrigé quand même pas mal depuis l'ATH qu'on avait reçu en termes d'inflow sur les ETF Ethereum depuis février, en fait, hein. On stagnait déjà à ce niveau-là et là, on a baissé. On est très loin, des niveaux, qu'on avait, en début novembre 2024. Donc c'est quelques mois quand même qu'on a eu, on n'a pas eu les mêmes niveaux d'entrée ni de sortie d'argent qu'on a eu évidemment sur la partie ETF Ethereum que ce qu'on pouvait obtenir et ce qu'on avait observé sur la partie Bitcoin, mais on est quand même encore très largement au-dessus de ce qu'on avait lors du lancement des ETF. Du côté de Bitcoin, c'est pareil, hein, depuis mars, avril, on voit qu'on est quand même régulièrement sur des sorties, d'accord? Il y a des moments, il y a quelques rentrées comme là, hier, le 15, on a eu 76 millions d'inflows, mais regardez, hein, sur les derniers jours, dernières semaines, on était plutôt sur des sorties, hein, principalement chez BlackRock et Fidelity. Mais voilà, après, on est quand même sur des entrées qui sont bien plus importantes que des sorties, avec presque 35,5 milliards de rentrées nettes d'argent sur les ETF Bitcoin, alors qu'on est à 2,3, 2,4 sur la partie Ethereum. Donc c'est vraiment deux poids de mesure. Là où je me dis que ça pourrait potentiellement changer si d'un point de vue macro, ça s'éclaircit et si on a un changement de politique monétaire, c'est avec le staking des Ethers, d'accord? La partie staking sur les ETF. Là, ça pourrait être intéressant avec une recherche de cash flow aussi qui pourrait intéresser beaucoup d'investisseurs institutionnels. Alors, ce qui était prévu initialement, c'était pourrait être autorisé d'ici mai 2025, hein, les ETF staking Ethereum, puisqu'on a eu une clarification de la part de la SEC en disant que évidemment qu'Ethereum c'était pas classé securities et que la partie staking, éventuellement, ça ne le serait pas non plus. D'ailleurs, si c'est autorisé en tant qu'ETF et que ça serait validé de la part de la SEC, on aurait vraiment cette fois-ci un tampon au vert en disant c'est bon, maintenant on arrête avec ces côtés securities ou non et on considère que l'Ether, tout comme beaucoup de crypto, proof of stake, au final, ne seraient pas considérés comme des actifs financiers. Donc ça serait aussi une bonne news. Simplement, pour l'instant, c'est encore en pourparlers, d'accord, hein, c'est normalement prévu à la base pour le mois de mai, mais on voit qu'il y en avait certains qui avaient commencé à faire des démarches pour pourquoi pas avoir des ETF staking offerts pour les institutionnels plutôt que prévu, comme par exemple chez Grayscale. Et pour l'instant, bah, ça a été repoussé. D'accord. On a deux fonds qui sont gérés chez Grayscale
qui ont été décalés, en tout cas pour les ETF staking pour Ethereum. Et là, ils disent voilà, que la date limite finale pour les services de staking restait fixée à octobre 2025. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas ces ETF plus tôt que prévu. Simplement, ça veut dire qu'ils sont obligés de donner une réponse définitive, oui ou non, par rapport aux dossiers qui ont été présentés au niveau de la SEC d'ici octobre 2025. D'accord? Donc pour l'instant, on verra si d'ici le mois de mai, juin, etc., en même temps qu'on aurait, pourquoi pas, encore des assouplissements monétaires, parce que je vous rappelle que normalement, ce qui est attendu, c'est des baisses de taux sur les prochains meetings de la Fed. Et pourquoi pas également aussi une fin du quantitative tightening d'ici juin 2025. Pour l'instant, en tout cas, c'était ce qu'on avait en tête et puis c'était les chiffres qu'on avait regardés ensemble. Donc, il est tout à fait possible que ça change plus tôt. Hein. S'il y a quelque chose qui casse dans l'économie, etc., on peut très bien voir une intervention de la Fed. Donc, on suivra ça ensemble. Mais quand bien même aujourd'hui vous auriez un lancement du staking des ETF Ethereum ou que vous auriez, je sais pas, d'autres types d'ETF qui seraient lancés sur des mêmes coins ou ce que vous voulez, il y en a beaucoup qui ont en tête ce truc-là en se disant ça va relancer la tendance. Absolument pas. Hein. D'accord, hein. Ce qui fait la tendance et l'appétence des investisseurs, c'est les nouvelles liquidités. Et aujourd'hui, ces nouvelles liquidités ne sont pas là. Et surtout, d'un point de vue macro, il y a plein de questions. D'accord. Donc, attention à ce genre de news. Oui, sur le long terme, c'est intéressant. Oui, ça peut être des catalyseurs super élevés. Mais il faut qu'il y ait les dispositions de marché qui font que l'investisseur ait envie d'aller sur des actifs risqués au-delà de la partie Bitcoin. Et pour l'instant, même sur la partie Bitcoin, on le voit, hein, c'est pas folichon. Donc, autant vous dire que sur les autres cryptos, c'est pas le cas non plus. Donc,